bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Laurent Bourseau, je suis architecte pour nos partenaires autour de Microsoft 365 et spécialisé dans la téléphonie, les meetings et Teams évidemment. Donc aujourd'hui dans les studios d'enregistrement de Microsoft, j'ai la chance de pouvoir retourner dans nos locaux grâce à vous. Donc merci à vous déjà et merci à tous pour votre présence. L'objectif de cette session va être de pouvoir vous montrer comment Teams, à travers toute sa panoplie de fonctionnalités, va vous permettre en fait tout simplement de pouvoir gérer votre quotidien, en plus pendant ces périodes de gestion de crise de Covid, à distance et gérer votre business as usual, non pas dans vos propres locaux ou dans les locaux de vos clients ou de vos partenaires, mais directement depuis chez vous. Avant de démarrer, un petit cartable partenaire évidemment, hein, côté OCP. L'important, c'est de pouvoir revoir 6-7 petits assets qui sont importants pour moi, de pouvoir vous remontrer et que pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez tous à votre disposition. Le premier est une présentation commerciale et technologique de nos produits. Donc, vous avez les URL qui s'affichent, hein, je ne leur donnerai pas à chaque fois. L'objectif, c'est plutôt de vous montrer ce qu'on peut y trouver. Là, sur cette page, sur cette boîte à outils du Partner Network, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir retrouver l'ensemble de nos assets, de nos présentations que vous pouvez évidemment réutiliser. C'est des choses que nous avons créées pour vous, pour que vous puissiez derrière les réutiliser au quotidien auprès de vos clients. La deuxième chose, c'est un accès aux environnements de démonstration. Souvent, on nous demande, oui, ça a l'air super, mais comment on fait ? L'intérêt de ces environnements de démonstration, c'est d'à la fois avoir des tenantes, mais ça vous pouvez les avoir sur des environnements vides, mais surtout d'avoir des tenantes qui sont enrichies avec des données, de la télémétrie et des données sur lesquelles vous pouvez jouer avec vos partenaires, avec vos clients et de pouvoir avoir des scénarios d'usage en fonction de ce que vous avez besoin. Et en fonction du scénario d'usage que vous allez choisir, vous aurez l'occasion de pouvoir récupérer un environnement qui correspond au scénario d'usage que vous allez pouvoir utiliser. Alors ensuite, les questions aussi sur le licensing. Alors évidemment, nous, OCP, on est souvent là pour vous aider. On ne peut pas être là pour tout le monde et tout le temps. Et en fait, on a tout simplement un front office qui gère en fait la partie licensing. C'est des spécialistes licensing qui peuvent répondre si vous avez un besoin technique, fonctionnel ou autre, et que vous vous dites, voilà, sur tel type de licence, tel type de plan de licence, est-ce que c'est inclus, pas inclus, dans un scénario d'usage assez particulier, eux vont pouvoir vous répondre et sont là pour ça. C'est vraiment leur rôle, c'est toute question autour du licensing. Alors évidemment, comme je le suis aujourd'hui, on donne des formations à distance. Malheureusement, on n'a plus la chance pour le moment de pouvoir vous voir. Les nouvelles restrictions en cours et le développement du virus vont aller dans ce sens. Teams va être votre meilleur allié. À côté de ça, on a d'autres outils qu'on met à votre disposition avec des formations qui sont 100% digitales, évidemment. Au moins jusqu'à la fin de l'année. On verra peut-être sur la suite. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal pour pouvoir vous dire. Mais voilà, sachez que vous avez accès à une panoplie d'événements. Je vais revenir sur quelques-uns d'entre eux. Mais tout ça est à votre disposition. Également la partie certification et développement de vos compétences. L'année dernière, il y a eu un gros changement. On a revu toute la partie certification. On a enrichi certaines. Certaines deviennent de plus en plus complexes. Et du coup, au-delà de cette complexité de certification, on a réenrichi nos contenus de formation dans l'optique de pouvoir vous aider par rapport à ça. Encore une fois, hein, le Microsoft Learn, c'est vraiment votre plateforme de référence pour pouvoir vous former sur nos technologies, sur nos produits. Et il y a des chemins de certification en fonction soit de la gamme de produits que vous cherchez, ou si c'est une certification très précise, de pouvoir aller sur ce chemin. On a également un autre format qui s'appelle le Virtual Training. Le Virtual Training, voilà, c'est toujours des éléments à distance, à large bande. Alors parfois fait pour la France et souvent fait par Corp, donc potentiellement en anglais, sous-titré dans certains cas. Donc à voir vraiment ce qui est le plus adapté pour vous, mais c'est vraiment directement le groupe produit qui va pouvoir vous aider et vous former. Vous aurez l'occasion également de leur poser des questions. Il y a tout un système de modération avec pas mal de modérateurs. Donc ça sera l'occasion de pouvoir les voir. Vous les voyez ici, là sur les slides, les prochaines qui arrivent autour de Modern Work et Sécurité, hein, qui est le nouveau nom rattaché vraiment de toute la gamme Modern Workplace et Sécurité qu'on peut avoir au sein de Microsoft 365. Donc là, vous avez vraiment tout de condensé. Qu'on soit sur de la MS700 autour de Teams, hein, du M365
Identity et Services, donc les certifications 3 étoiles autour de Microsoft 365, etc. Chaque parcours de formation va récupérer ce virtual training que je vous engage vraiment à faire. On a également une série qui a démarré, elle a démarré le 29 septembre autour de la partie plutôt pre-sales. Donc là, on va reprendre vraiment les fondamentaux autour de Microsoft 365 et l'occasion vraiment pour vous en tant qu'avant-vente de pouvoir avoir le pitch perfect, de comprendre vraiment le produit sur les aspects qui vous intéressent avec des sessions dédiées sur l'identité, la sécurité, le calling et le meeting, le change management et Teams as a platform. Aujourd'hui, on verra plutôt Teams as a product, comme un produit, et Teams peut être aussi une plateforme, donc dans les deux cas. Donc là, aujourd'hui, on va plutôt se mettre sur la partie meeting et voice, mais vous aurez également dans ces sessions l'occasion de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail sur tout ce qui sera low-code, no-code, avec autour de Power Platform, et voir comment les applications métiers de vos clients peuvent s'intégrer à l'intérieur de ça. Les chemins de certification, donc vous aurez les slides, vous aurez les liens. Je vous invite à aller les parcourir si vous avez besoin de le faire. Pour moi, je le répète, c'est mon point de vue, mais les fondamentales sont offerts pour tout le monde, quel que soit votre niveau, quel que soit votre métier. Que vous soyez acteur du change management, vendeur, pre-sales, architecte, consultant, pour moi, tout le monde devra avoir ces fondamentaux. C'est toujours l'occasion d'avoir un bon vernis et l'occasion éventuellement même d'avoir un upsell chez vos clients. Au niveau des chemins associated, donc ça va voir vraiment si vous êtes plus sur la partie moderne desktop, sur la partie sécurité, sur la partie développement, sur la partie Teams as a product. C'est vraiment à vous de voir. Je vous engage à regarder le chemin qui vous va pour tous. Et un tronc commun autour de l'identité et de la sécurité et la gestion des devices dans un environnement Microsoft 365 que sont les formations experts MS100, MS101. Voilà, dernier slide autour de l'actualité. Vos événements donc d'octobre, novembre et décembre autour de Desktop Analytics, sur la compliance, les MES 900 Academy pour les personnes qui voudraient se certifier, avec une date le 13 novembre. On remettra d'autres dates, donc je vous invite à regarder un petit peu tout ce qui se fait en termes d'agenda pour pouvoir s'intégrer là-dedans. Et le 15 décembre, j'en fais aussi un peu à la promo, donc malheureusement à distance cette fois encore une fois, le hub autour de Teams, où cette fois on aura l'occasion vraiment de voir les deux aspects du produit. Donc vraiment Teams comme un produit et Teams comme une plateforme. Donc la petite nouveauté, je vous en dis pas plus pour le moment, les agendas sont en cours de création, mais voilà, l'idée générale, ça sera vraiment d'avoir nos deux aspects. Un petit ACAP OMS sur la partie formation partenaire où justement vous pourrez retrouver tous ces agendas, les chemins de formation, tout ce qu'on vient de voir. Voilà, c'est vraiment votre lien unique autour de la formation. Je vous invite à le bookmarker dans votre navigateur. Voilà, donc maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet, dans les 35 prochaines minutes de cette conférence. L'objectif c'est vraiment pour moi de vous donner un maximum d'éléments sur ce qui a été fait dans le passé, sur ce que vous pouvez faire actuellement et dans l'avenir. Dans l'avenir par rapport à Teams qui va arriver. Donc Ignite a eu lieu la semaine dernière avec beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements. Et aujourd'hui, je vous ferai alors on aura une conférence autour des nouveautés d'Ignite. Je vous ferai juste un petit focus moi sur les deux sujets qui nous intéressent aujourd'hui et particulièrement la partie donc voice et vidéo. Donc on va dire la partie meeting au sens très large et de voir vraiment comment ces innovations vont vous permettre d'aller encore plus loin avec vos clients. Alors sans plus tarder, une petite introduction. Je pense que c'est bien d'avoir toujours ces chiffres en tête qui datent de début d'année, mais qui sont d'autant plus vrais aujourd'hui. Et j'aime bien corroborer deux chiffres ensemble. Le premier, c'est que en 2020, on avait une estimation comme quoi 72% des employés allaient travailler à distance. Évidemment, les chiffres avec le Covid ont largement explosé. Soit le métier n'était pas possible à distance, et dans ce cas-là, l'activité était coupée. Soit elle était possible à distance avec tous les outils de collaboration qu'on pouvait avoir à distance. Et là, on s'est rendu compte que dans certains cas, ils étaient adaptés, dans d'autres, ils n'étaient pas. Typiquement, vous avez une application métier. Est-ce qu'elle est intégrée dans votre système de collaboration? Est-ce qu'elle est intégrée dans Teams, déjà? Pas forcément. C'est quelque chose qui pourrait être fait par la suite. On a vu une deuxième chose, c'est la vidéo. Alors, le fait que les gens se sentent éloignés et qu'ils aient besoin de se rapprocher, la vidéo devient la nouvelle norme et on a vraiment besoin en fait de voir des gens. Et c'est important et on le sent au quotidien. Le fait d'avoir l'audio, c'est bien, la vidéo devient la nouvelle norme. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de nouveautés, et on les verra tout à l'heure, autour de la vidéo et surtout de l'inclusion à distance des participants. Comment, malgré qu'on soit tous
à distance, comment on peut réellement, en fait, virtuellement se retrouver. Donc il y a beaucoup de choses autour de ça, on va le voir. Un tiers des meetings étaient 100% en réel, c'est-à-dire que toutes les personnes étaient physiquement dans la même salle. C'est quelque chose qu'on ne verra plus, qu'on ne voyait déjà beaucoup moins, et que c'est quelque chose qui vraiment qui s'étendait, d'avoir vraiment ce qu'on appelle du mix, de l'hybride meeting, donc des gens à distance, des gens en physique. Je pense qu'avec la révolution Covid, si on peut l'appeler telle quelle, ça va s'augmenter et ça va être très difficile, ou dans certains cas très particuliers, on verra des gens en 100% en nature. Il y aura toujours quelqu'un à distance parce que pour X raisons personnelles, raisons professionnelles, raisons techniques, raisons d'handicap, raisons d'inclusion, tout le monde ne pourra pas forcément être là. Et donc ce chiffre va aussi avoir une tendance à augmenter. D'où l'importance cette année qu'on va mettre sur Teams et l'emphase qu'on met autour des meetings. Alors, par rapport à ça, trois gros piliers autour des meetings. C'est déjà d'avoir une expérience qui est la même partout. Le deuxième pilier qui est autour de l'intelligence et de l'inclusion, et on verra comment l'intelligence artificielle amène de l'inclusion dans les meetings, et toujours Teams faisant partie de Microsoft 365, avoir cette inclusion autour de toute la stack de sécurité et d'applications qu'on peut avoir autour d'Office 365 à travers Microsoft 365, et cette facilité de gestion du fait que tout soit embriqué. Alors, premier pilier, une expérience constante partout. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que la vie d'un meeting peut avoir 3 vies dans un meeting. Moi, j'aime bien raconter cette histoire, ça m'est vraiment arrivé en plus. C'est de démarrer un meeting. Quand je suis à la maison, moi, j'ai un PC avec le clavier, double écran, voilà, vraiment pour être à l'aise. J'ai la chance, si je puis dire, d'avoir une vraie expérience de work from home office que je différencierai du work from home. Le work from home, c'est quand on est... c'est quand on n'a pas eu le choix avec le Covid de travailler à la maison. Et on vous dit, vous travaillerez à la maison pour faire ce que vous faites d'habitude à l'office. Le work from home office, c'est différent. Quand on est en home office, on a un bureau, une salle dédiée, un environnement dédié, les outils collaboration qui vont bien, et tout ce qu'il faut derrière, même dans l'environnement global, pourquoi pas la sonnette de la maison déportée par notification sur le téléphone. Vous voyez vraiment pas mal de petites choses. D'ailleurs, on a un book de best practice autour de ça dans notre cartable partenaire. Je vous invite à le découvrir. Mais voilà, tout un environnement qui permet de réellement pouvoir travailler à la maison dans de bonnes conditions. C'est ce que j'appelle le work from home office. Donc j'aime bien de pouvoir travailler là-dessus. Et parfois on a des conférences ou des réunions à distance où on prend de l'information qui durent 3-4 heures. Sur 3-4 heures, on a le droit de vivre. Et sur cette droit de vivre, par exemple, ça peut être de se déplacer. Commencer depuis chez vous et de finir ici au campus. C'est des choses qui peuvent arriver. Comment je fais ? Tout simplement, j'ai mon PC à la maison. Je démarre dessus. Ensuite, je bascule mon meeting sur le téléphone. Je le récupère donc dans ma voiture, dans mon environnement, j'arrive au campus de Microsoft et je rebascule sur une Surface Pro, par exemple, sur une tablette ou quoi que ce soit. Et j'ai eu 3 expériences différentes. Mais je dirais plutôt 3 devices différents, mais sur une expérience unique. Expérience unique. Et c'est ça qui est important. C'est que le but, c'est où que vous soyez et quel device vous utilisez, vous ayez la même expérience. Et donc c'est vraiment ça qui a été fait autour des devices et autour de l'expérience autour de Teams. L'intelligence et l'inclusivité. Alors l'intelligence, c'est de pouvoir utiliser tous les mécanismes d'Azure, donc tous les microservices autour d'Azure, que ce soit de l'intelligence artificielle ou autre, ou basés sur l'intelligence artificielle. Et donc tous ces microservices d'Azure, l'intérêt de Teams, c'est que Teams est un SaaS d'Azure, un service as a service d'Azure. Et de par ce fait, on a la proximité de ces microservices qui vont nous permettre tout simplement d'être réutilisés à l'intérieur de Teams pour de l'inclusivité, pour de la productivité. Je vais vous donner quelques exemples, mais gardez en tête cette proximité des microservices d'Azure qui est la plus importante. On parlait tout à l'heure d'intégration dans les services métiers. C'est là où les services métiers vont pouvoir peut-être utiliser de l'intelligence d'Azure, être stockés dans Azure, être gérés par Azure, tout en étant disponibles dans Teams dans une expérience unique. Bénéficier de toute la sécurité de Microsoft 365 et tout ça dans une expérience vraiment unique. Donc plutôt important. Donc ça, c'est le côté easy et secure qu'on peut retrouver de Microsoft 365. Ensuite, Teams, on n'a pas à rougir. Dans le sens où on a vraiment une expérience unique et de bout en bout. Alors pourquoi le bout en bout ? Pourquoi c'est important d'avoir cette expérience de bout en bout et pourquoi j'insiste dessus ? Je vais insister dessus pour 2 raisons.
La première, il faut savoir qu'on est, en termes de fonctionnel, les seuls à proposer une expérience depuis la création du meeting jusqu'à la fin du meeting. Donc une expérience before. Et ce before de meeting, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'avoir déjà un pré-environnement où vous allez pouvoir échanger avec soit les présentateurs, soit les participants au meeting. C'est vous qui allez choisir un peu tout ça. D'avoir l'occasion d'avoir des espaces présentateurs, des espaces internes à l'entreprise, des espaces externes avec l'entreprise, de pouvoir déjà partager de l'information, partager des questionnaires grâce à Office 365, récupérer de l'information pour avoir la meilleure expérience possible autour de votre meeting. Donc vraiment la préparation. Surtout en ce moment où on est très à distance, il est d'autant plus important que les meetings soient courts, soient brefs, mais surtout efficaces. Et pour que ça soit fait, il faut que ces meetings soient préparés. Et c'est toute cette phase de préparation qui est la plus importante pour qu'au moment où on soit sur un meeting, plutôt qu'un meeting dure 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, soit sur un format de 45 minutes qui est, nous, notre best practice, mais qui nous demande aussi du travail préliminaire. Et que chacun, en fait, arrive dans ce meeting tout simplement en étant préparé, et ça, Teams va nous aider à le faire, et en étant au courant des tâches qui nous incombent. Pendant le meeting, on va pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités de co-authoring. Imaginez qu'on soit sur la création d'un événement, par exemple. Je prends souvent cet exemple, mais ça, c'est vrai que c'est celui que je fais le plus aussi. Je vais partager autour d'une présentation PowerPoint, par exemple. Mais la présentation PowerPoint, je ne vais pas être seul à la faire. Je vais être plusieurs. On va avoir toute l'équipe de montage, toute l'équipe de tournage, les présentateurs, ceux qui vont donner les avis, la communication, pourquoi pas le légal dans certains types de présentations. On va tous travailler autour de cette présentation unique en co-authoring, c'est-à-dire qu'on va être plusieurs à manipuler le même fichier et on n'a pas de problème de versionning. On n'a pas la version de Laurent, la version de Fabienne, la version d'Henri, la version etc. On va avoir chacun notre propre version qui sera unique et qui sera partagée et surtout dans un point de stockage unique dans Azure, dans Microsoft 365. Donc ça, c'est important de le rappeler. Ensuite, on va pouvoir avoir toutes les fonctionnalités, on va dire, classiques qu'offre Teams. L'audio, la vidéo, le sharing, donc le partage d'écran, le partage d'applications et pourquoi pas un whiteboard. Donc on a intégré l'application Whiteboard, encore une fois, pour avoir l'expérience unique que vous soyez sur votre PC ou sur une Surface Hub ou sur une Meeting Rooms. On va en reparler dans quelques instants. Après le meeting, il y a 3 types de populations. Pour moi, il y a les populations qui ont été là pendant le meeting et qui ont potentiellement besoin de revoir certaines parties. On intègre au sein de Teams l'enregistrement dans le cloud qui vous permet de revoir le meeting a posteriori, de le partager à travers Stream. Donc Stream est le moteur qui capte le meeting et qui permet derrière de vous le redonner. Donc c'est important pour des personnes qui n'auraient pas forcément soit été là, population numéro 1, soit qui ont été là et qui ont besoin de retrouver un petit peu quelques passages. Et alors là, on a par exemple, je disais que je donnerais au fur et à mesure des petites intelligences artificielles, mais une qui a été faite, c'est que par exemple, c'est que comme toute la vidéo est transcriptée, c'est-à-dire que toute la partie vocale est remise en version écrite, pour pouvoir faire de la recherche dans le texte. Et si vous pouvez faire de la recherche dans le texte, vous savez qu'à un moment donné, j'ai parlé par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Covid, voilà, mot-clé. Je vais pouvoir faire une recherche dans le Covid et regarder à tous les moments où j'ai employé ce terme. Co-authoring, je vais pouvoir le refaire exactement. Donc tous les mots que je pourrais chercher, je vais pouvoir rechercher à l'intérieur de ce transcript pour aller voir directement dans le meeting le moment où c'était important. Voilà, donc revoir le meeting, revoir les notes, revoir les actions également. Quand vous prenez des actions à l'intérieur d'une équipe à travers Planner, il faut savoir que maintenant dans Teams, vous avez à la fois cet espace partagé que tout le monde connaît en général, parce que c'est l'outil de collaboration. Rappelez-vous toujours que vous avez un espace personnel dans Teams. Et dans cet espace personnel, si vous avez votre planner personnel et que vous avez pris dans X Teams, avec 10 Teams différents, des actions, vous allez pouvoir avoir une vue centralisée de vos actions que vous aurez prises dans ces meetings à l'intérieur de votre propre vue. Et à l'intérieur de cette propre vue, vous allez pouvoir, à travers les fonctionnalités type de planner et de to-do, de récupérer de l'information, d'envoyer de l'information, de dire par exemple cette tâche je l'ai effectuée, voici les tâches que j'ai fait, pourquoi pas joindre un fichier, mettre que la tâche est terminée, voir que la tâche est en cours, afficher les bloqueurs s'il y en a, mais tout ça dans votre vue personnelle et ça va être retranscrit dans les différents Teams qu'on va pouvoir avoir. Vous voyez, c'est les petits détails, mais le fait que tout soit embriqué dans le même produit qu'est Microsoft 365, c'est là où on a vraiment une expérience unique et enrichie.
Vous avez d'autres exemples sur le slide, vous pouvez toujours vous en resservir, mais voilà, gardez à l'époque, gardez en tête ces différents scénarios. Donc vu qu'on fait un focus sur la partie meeting, on va trouver plusieurs types de meetings. Et qui dit plusieurs types de meetings va dire plusieurs types d'équipements ou d'applications. Ou d'usage de l'application plutôt. Alors la première chose, c'est l'online meeting. Eh ben, l'online meeting, c'est tout simplement, on a besoin de faire une réunion d'équipe, de se voir à plusieurs, ou se voir même à deux, et on va faire tout simplement, alors là pendant le Covid, là ça fait tout simplement le fait d'utiliser Teams et de pouvoir se voir avec la vidéo, l'audio, etc. Qui va demander plutôt des devices de type personnel. On va avoir le live event. Toujours garder en tête que quand vous créez un meeting autour de Teams, vous avez deux choix. Soit de le créer de façon classique, soit de le créer ce qu'on appelle en live event. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Gardez en tête la grosse différence, c'est que maintenant on va aller jusqu'à 300 participants autour de Teams et on peut monter jusqu'à plus de 10 000 voire même 100 000 dans les prochaines évolutions avec live event en fonction du licensing que vous aurez. Mais voilà, on va pouvoir augmenter ce chiffre et évidemment l'usage ne sera pas pareil. Là sur un live event, on va plutôt être sur du broadcast comme on fait aujourd'hui par exemple et de pouvoir envoyer un maximum de personnes du contenu. Mais je suis en face d'une caméra qui me filme, qui prend mon visage, qui prend mes expressions, qui prend ce que je suis en train de dire, avec un studio de mixage qui prend la partie PowerPoint, qui fait un assemblage et qui vous montre une vidéo. Mais en aucun cas, vous aurez de l'interaction avec moi. Dans Live Event, on le verra tout à l'heure, la seule interaction qu'on ait avec les participants, c'est un Q&A, qui peut être géré par des modérateurs. Vous voyez déjà, sur deux types d'usages, on parle, dans les deux cas, c'est un meeting, mais on est sur deux types d'usages complètement différents. Le troisième, c'est de l'audioconf. Alors l'audioconf, on n'a pas forcément la vidéo, on n'a pas forcément besoin d'entendre, et c'est juste besoin de se parler. Typiquement, ce que vous pouvez faire dans la voiture. Voilà, je suis dans la voiture, j'ai juste besoin de l'audio, je fais une audioconférence, et là, par rapport à ça, Teams va être enrichi de la licence audioconferencing, de la licence audioconferencing, qui va permettre tout simplement de rajouter un pont de conférence, donc c'est-à-dire un numéro de téléphone, dans un meeting Teams. Donc là, on sort du monde de l'IP, d'Internet, du WAN, du LAN. On va sortir de ce monde-là pour retourner sur le monde du réseau téléphonique commuté, donc le RTC, pour pouvoir récupérer un numéro de téléphone et les personnes qui joindraient le meeting par le téléphone. Les deux, évidemment, peuvent être mixés en termes de fonctionnalités avec l'online meeting et l'audioconferencing. Et évidemment, pour faire tout ça, on va avoir besoin de devices, différents types de devices. Les premiers qu'on peut voir par rapport à ça, c'est les devices personnels. Bon, c'est ceux que vous avez à la maison, c'est ceux que vous emportez avec vous, si je puis dire. Vous traînez avec vous, comme on pourrait l'avoir. Que ce soit des devices vraiment professionnels ou mixtes, un peu ce qu'on voit certains devices hybrides. C'est-à-dire que le device est tellement bien qu'on le réutilise dans la sphère personnelle, dans la sphère consumer. C'est un peu ce qu'on appelle le prosumer. Donc entre le professionnel et le consumer, c'est le prosumer. On le voit souvent avec les casques. Ça, c'est avec des beaux casques de qualité qu'on utilise dans les open space, qui vous isolent, qui enlèvent le bruit ambiant, etc. C'est des trucs que vous pouvez réutiliser. Ou tout simplement des devices de type pieuvre qui peuvent faire aussi haut-parleur. Enfin voilà, on peut imaginer pas mal de choses, mais gardez à l'idée que c'est des devices que vous emmenez avec vous. C'est aussi des devices que vous pouvez retrouver sur des postes de travail, type téléphone, etc. etc. Là-dessus, on a un écosystème qui est très très riche. Pour tous les bourses, pour tous les usages. Et c'est ça qui est important de garder en tête, contrairement à d'autres constructeurs, que je ne citerai pas, qui vendent leur matériel, mais qui ont une gamme beaucoup plus courte. Nous, on a choisi d'avoir nos propres gammes, avec Surface par exemple, nos Airbuds, nos tablettes, nos appareils de meeting, mais on a aussi tout un écosystème qui permet de le faire. Et là-dessus, on va arriver plutôt sur les devices, cette fois partagés. Et les devices partagés, c'est ceux qu'on va trouver dans des salles de réunion, donc que ce soit des salles audio, que ce soit des salles de collaboration ou des salles de conférence. 3 usages différents, 3 types de devices différents. Sachez que grâce à ça, on va pouvoir gérer non pas que le meeting, mais également toute la salle qui est autour. Et en fonction de ça, on va retrouver vraiment 2 types de gamme entre les meetings, les Microsoft Teams Room, les MTR qu'on appellera, donc MTR pour Microsoft Teams Room, et notre gamme Surface Hub 2S qui va être vraiment, on va dire, le très haut de gamme, si je puis dire. Mais en fonction justement de ces gammes et de ces usages, on va retrouver différents types. Donc là, on vous met par exemple un balayage entre les différents usages qu'on peut en avoir, la type de salle, de la petite salle, de la grande salle, de la salle à usage unique, de la salle à multi-usage. Et en fonction de ça,
vous, partenaires, ça va être votre but d'aider vos clients à trouver le meilleur device et de les accompagner. On a même certains de nos partenaires qui vont beaucoup plus loin et qui vont jusqu'à la moquette. C'est-à-dire que quand ils vendent une salle de réunion, ils vont vendre tout le mobilier, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans, et tout ce que Teams peut gérer. Teams peut également gérer, on va dire, l'intégration de ces MTR. Ces MTR peuvent gérer l'éclairage, elles peuvent gérer si vous avez des stores, si vous avez un tableau blanc qui se monte et qui se descend, vous voyez, toute cette partie-là. Quand on dit qu'on équipe une salle de réunion, on ne fournit pas que l'applicatif, on fournit vraiment tout l'environnement qui est derrière pour que l'expérience soit la meilleure. Voilà, donc quelques exemples de salles de réunion. Un des exemples qu'on a pu voir avec l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle la caméra de capture. Donc c'est une deuxième caméra. On a une caméra pour voir les participants et une caméra, par exemple, pour voir un tableau blanc. Quelle difficulté pour quelqu'un à distance d'être inclus dans un meeting quand il est derrière un tableau blanc. Enfin, quand quelqu'un écrit sur un tableau blanc et qu'il n'est pas dans la salle. Là, on commence à voir un fossé qui se crée. Le but de cette caméra, c'est que par intelligence artificielle, elle va être capable de capturer le contenu du tableau blanc et de le redonner derrière, tout simplement, en encre digitale pour les personnes à distance. Et même si le présentateur se mettrait en face du tableau blanc, on est capable d'aller flouter le présentateur pour voir à distance, entre guillemets, donc redonner l'expérience qui était déjà donnée derrière grâce à l'encre digitale, en le mélangeant avec l'encre analogique, et d'avoir en fait tout simplement une expérience qui est de bout en bout jusqu'à l'utilisation d'un tableau blanc pour les personnes à distance. Et là, on a vraiment un sentiment d'inclusion qui est généré grâce à l'intelligence artificielle et ces fameuses caméras autour de Teams. Donc l'audio conferencing, j'en parlais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir récupérer un pont de conférence. Bon, sachez quand même qu'on est disponible dans plus de 90 pays et avec des ponts de conférence qui vont jusqu'à, voilà, on le marque ici, 400 villes, donc 400 points d'entrée différents pour que vous ayez toujours le meilleur tarif quand vous voulez appeler. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. J'irai plutôt sur la partie event. Donc je vous le disais tout à l'heure, voilà, un Teams meeting en général, on voit à peu près ce que c'est. Un live event, c'est vraiment le but d'avoir quelque chose d'assez large en termes d'audience. Donc on peut très bien imaginer deux scénarios. Le premier, c'est alors Contonceau, qui est une très grande entreprise qui a plus de 1000 employés et qui a besoin de faire un broadcast, donc les vœux du président par exemple. Donc le vœu du président, Heidi est le CEO de Contonceau, elle a besoin de faire ses vœux auprès de tous les employés. Comment elle va gérer ça? Elle va gérer ça avec un live event qu'elle va gérer en termes de droits uniquement pour les personnes de l'entreprise, et elle va pouvoir envoyer le lien tranquillement. Elle sait que la personne qui va joindre le lien sera forcément quelqu'un qui est authentifié et identifié grâce à Azure Active Directory. Derrière, toutes les personnes vont pouvoir récupérer ce fameux webcast. Deuxième cas d'usage qu'on peut avoir pour du live event, lancement produit. Lancement produit, on va être sur une sphère beaucoup plus large en termes de population. Et donc là, on va voir Hans, qui est responsable marketing pour l'Austria, et qui va nous dire en fait tout simplement, j'ai besoin d'avoir le maximum de personnes. Et là, j'ai pas besoin d'être authentifié. Moi, ce que j'ai, c'est que toute personne qui a ce lien aura le droit. Il n'y a rien de confidentiel, au contraire, on est là pour lancer le produit. Donc on va créer le live event, et cette fois-ci, on va faire un live event public. Et dans ce cas-là, voilà, toute l'audience pourra voir le broadcast. Et l'intérêt aussi d'être en mode broadcast, c'est qu'on a un enregistrement qui est fait différemment, et également la possibilité d'être en live différé. Vous arrivez 15 minutes en retard, vous pouvez récupérer depuis le début, voire mettre en pause quand c'est des enregistrements assez longs. Donc voilà, pas mal de petites technologies qui sont différentes d'un live meeting, évidemment. Après, je vous le disais, l'interaction qu'on va avoir avec ces personnes ne sera que de Q&A. Donc on a un organisateur, un peu pour vous montrer un peu tout ça. Donc j'ai mon organisateur qui va créer le meeting. Je vais ensuite avoir mon studio de production qui va se diviser en deux. D'un côté, les présentateurs, comme moi ici derrière la caméra. De l'autre côté, la partie production, qui peut utiliser tout le matériel qui est compatible, et je le remettrai derrière sur la partie encodage. Mais voilà, sachez qu'on a pas mal d'encodeurs qui sont disponibles autour de Live Event. Donc un studio de production qui, lui, va faire le lien entre la vidéo du ou des présentateurs, la présentation, et de pouvoir encoder tout le trafic. Ensuite, on va partir en live. Donc on va lancer l'événement. Depuis Stream, depuis Yammer, depuis Teams, donc on pourra aussi bien le créer que de le rejoindre depuis ces trois plateformes.
On va avoir toute la stack d'Azure Media Services qui va nous permettre de faire l'enregistrement et d'utiliser notre backbone. Hein. Alors ça, c'est très important. Sachez quand même qu'on est, on est le top 2 mondial du backbone sur Internet. On parle quand même de flux temps réel, non temps réel, mais médias. Donc des flux qui demandent de la qualité et qui demandent également de plus en plus de bandes passantes. Sachez que Microsoft est un des 3 co-créateurs de la fibre transatlantique et en termes du backbone Internet a le 2e plus gros. Donc par rapport à ça, on ne fait pas que vendre un produit, on l'assure derrière. On l'assure grâce à cette stack Azure Media Services. On va avoir aussi la possibilité, alors imaginez, on est Heidi tout à l'heure, elle avait 1000 personnes, imaginez que les 1000 soient dans le campus. Alors évidemment, on n'est pas en situation ni de confinement ni de Covid, mais rappelez-vous un petit peu dans le passé, on va avoir en fait trois constructeurs qui vont nous permettre en fait de faire de la concentration d'appels. C'est-à-dire que si j'ai 1000 personnes dans une entreprise, je vais avoir 1000 liaisons vers Internet pour pouvoir avoir mon flux. Et je vais centraliser ces flux via différentes techniques, que ce soit du peer-to-peer ou de la centralisation via un serveur qui redistribue dans le LAN plutôt que via Internet, mon flux de broadcast. Évidemment, on peut aussi jouer un petit peu avec l'humain et de se dire, bon, bah, on a des grandes salles de réunion, on a des amphithéâtres. Nous, on a un amphithéâtre, le Grand Bleu, que vous connaissez sûrement. Bon, bah là, la best practice, c'est d'aller dans ces salles de réunion, déjà, pour désengorger le trafic et être physiquement au même endroit. Voilà, c'est toujours... Teams, c'est toujours ça. C'est pas que de la technique, c'est pas que de l'adoption, c'est pas que du change management, c'est vraiment un tout. On touche tellement de près au business de nos clients que forcément, il y a tous les métiers qui sont impactés. Et voilà. Et une fois que c'est fait, bah, donc l'audience va pouvoir lire, tout simplement regarder ce meeting à distance, revoir ce meeting à distance en fonction de ce que vous avez choisi comme droit sur ce live event, de façon assez transparente depuis un navigateur, en fait, tout simplement. Donc les encodeurs, je vous les donnais. Je ne passe pas beaucoup dessus sur la partie technique. Hein. Sachez qu'on en a 7 en cours compatibles, donc qui peuvent être utilisés comme table de mixage ou studio de mixage en fonction de la taille que vous utilisez derrière pour pouvoir gérer vos live events. Et je vous le disais également sur la partie donc ICDN, hein, c'est les concentrateurs de live event et qui permettent de redistribuer le contenu en LAN, sur peer-to-peer ou en centralisé. On a High Streaming, Collective et Ramp qui gèrent, on va dire, cet aspect-là. Voilà, donc si on regarde rapidement ce qu'on a fait sur ces derniers mois, juste un petit rappel, hein, je passerai rapidement dessus, c'était de se dire, voilà, on a rajouté le mode présentateur et attendee. Première chose. Donc on distingue les rôles maintenant dans un meeting. On a rajouté le live caption, donc l'intelligence artificielle qui nous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'intégrer du speech to text, du text to speech directement à l'intérieur d'un meeting, de faire de la traduction, de faire de la translation. Donc pas mal de petites choses comme ça qui sont importantes dessus. Les background effects, alors super pratique quand vous étiez en work from home, pour ceux qui ont bien suivi, et qui n'ont pas forcément l'environnement derrière, qui s'y prête avec le linge-sale, la penderie, le chat qui passe derrière, la babysitter qui vient chercher le bébé, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer à l'arrière de vous. Et le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de transparent et de customiser. C'est-à-dire que si vous voulez faire un lancement produit, pourquoi pas mettre votre produit, l'image de votre produit derrière et de parler dessus. C'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus, on va dire, professionnel, même dans des environnements qui ne le permettraient pas. Le fait de pouvoir couper un meeting. Alors tout simplement, c'est quelque chose qu'on avait avant sur Skype for Business, qu'on n'avait plus dans Teams. Donc j'ai fini mon meeting, je veux que tout le monde s'en aille, si je puis dire, je veux mettre tout le monde dehors, on va pouvoir le faire. Donc bouton de fin de meeting. Alors très pratique dans plusieurs scénarios, et on l'a vu surtout pendant le Covid, hein, c'est une fonctionnalité qui est sortie en avril, qu'on a sortie en urgence, si je puis dire. Alors pour le monde de l'éducation, ou pour le monde en fait de la formation, principalement, moi c'est les deux usages que je vois. Et en fait c'est la fête de lever la main. Lever la main pour dire voilà, j'ai quelque chose à dire, on est 100, 200 dans un meeting, c'est compliqué de prendre la parole, j'ai pas envie de le dire en chat, c'est compliqué à écrire, j'ai juste envie de prendre la main et de dire à mon présentateur que j'ai envie de prendre la main. Donc fonctionnalité, j'appuie sur lever de main, moi en tant que présentateur, je vois que X personnes ont pris la main, je vais pouvoir tout simplement dire bah tiens Marie, tu avais une question, ah vas-y, je t'en prie, déverrouille ton micro. Je lui laisse la possibilité de déverrouiller son micro et elle va pouvoir donc nous parler. Alors en mai, on avait sorti le 3x3 vidéo, donc la possibilité d'avoir 10 flux vidéo, 9 réceptions et 1 en émission avec vous-même. On est remonté, vous l'avez vu, à 50 maintenant.
On essaye aussi d'avoir nos propres idées, mais aussi de se mettre à niveau de la concurrence. On veut faire aussi bien que la concurrence, mais avec plus de fonctionnel et plus d'intégration. Faites attention parce que c'est vrai que là-dessus, on sait à qui je pense, et on s'est fait, voilà, on sait pourquoi on le fait, et on sait à qui je pense. Gardez toujours en tête, par rapport à ça, que faut pas faire de la comparaison de meeting à meeting. C'est comme dire, sur la partie téléphonie, je compare un Alcatel, un Cisco à Teams, et je regarde lequel coûte moins cher. Est-ce que c'est vraiment la façon dont on vend le produit? Non. Sur la partie meeting, c'est pareil. On regarde pas les fonctionnalités de meeting versus meeting. On peut le faire. On essaye justement de réduire la tangente, mais c'est pas le but non plus. C'est vraiment toute la partie introduction que j'ai rappelée, que j'ai vraiment insisté, qui est importante de garder en tête. C'est que c'est un produit d'ensemble. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et parfois, c'est pas toujours facile. Vendre et désiloter. Ne vendez pas silo par silo. C'est pas comme ça que ça marche. Alors justement, pour vendre, on a ce qu'on appelle le meeting et Meetings Rooms Workshop, qui est une évolution du workshop qu'on faisait l'année dernière. Toujours un meeting en 3 phases, à peu près 2 jours et demi. Une phase d'assessment où on va récupérer de l'info, voir ce qui est une deuxième phase, l'art de possible, voir ce qu'on va pouvoir faire derrière et de créer le plan pour l'avenir. Donc 3 parties. Évidemment, le premier sur la partie assessment, c'est d'envoyer du questionnaire, déjà un pré-questionnaire, récupérer un maximum d'informations pour que le premier appel avec le client soit le plus efficace possible. Ensuite, de faire un audit. On va regarder, on va s'intéresser à l'environnement existant de notre client. Une fois ça c'est fait, on va pouvoir passer sur une deuxième étape. C'est de regarder ce qui est possible de faire. Donc l'art du possible, ce qu'on appelle. Et dans la partie meeting, ce qu'on veut que vous fassiez, c'est à la fois de regarder l'expérience online meeting, donc Teams as a meeting, mais également tout l'écosystème et d'avoir des centres de démonstration où le but c'est vraiment d'avoir une expérience immersive avec vos clients et de leur montrer tout ce qui est possible de faire. Alors pourquoi pas d'avoir une surface de S, d'avoir une autre MTR, d'avoir une salle complètement intégrée, d'avoir ce qu'on appelle des huddle rooms, donc c'est ces petites salles de 2 à 8 personnes qu'on va équiper, le faire toucher. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, mais l'objectif c'est un peu ça, c'est de le faire, de l'inclure vraiment au maximum. Ça peut être fait à distance également. On essaie toujours de trouver des petites choses intelligentes en fonction du stade et des pays, parce que tous les pays n'ont pas le même degré de confinement, tous les pays n'ont pas la même situation face au Covid, donc là on s'adapte un petit peu. Mais regardez, le but c'est de toucher, c'est de faire toucher au client. C'est de le faire toucher à la fois sur cette partie-là et de le faire également toucher sur ce qu'il a. Alors ce qu'il a, c'est quoi? C'est de récupérer l'existant. Quand on a une salle de téléprésence Cisco, par exemple, voilà, je vais vous donner des marques. J'en donne une deuxième, je vais faire comme à la télé. Donc si j'ai dit Cisco, je vais dire Polycom et je vais dire Jabra. Voilà, comme ça on a 3 marques. Ou même Logitech, pour donner des marques dans le même esprit. Mais quand on a ces salles, et surtout autour de l'H323, du SIP, et ces salles de téléprésence Cisco, parce que là pour le coup ils sont un peu leaders sur le marché et uniques. Ce qui est important pour eux, c'est de se dire, par exemple, il y a une semaine, 15 jours, 1 an, 2 ans, j'ai fait un investissement. C'est la première, en général, c'est la première chose qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire, voilà, mais j'ai acheté ça, comment je vais faire, moi, pour amortir? Je ne peux pas amortir, c'est bien ce que vous me proposez. Et là, on va avoir pas mal de solutions d'intégration. C'est ce qu'on appelle le CVI, donc l'interopérabilité vidéo. Et là, on va inclure, on va retransformer, si je puis dire, des salles H323, des salles SIP, des salles de téléprésence vidéo au format Teams. Et en fait, on ne touchera pas l'expérience existante, mais on va la réenrichir avec Teams. Et pourquoi pas, imaginez un PDG. Vous êtes vraiment en train de toucher au C-level de votre client. Il arrive dans sa salle Cisco pour faire un test de ce que vous aurez mis en place. Il est 10h, il a son meeting de 10h qui est en pop-up Teams sur sa salle Cisco, il appuie sur un bouton et il est directement dedans. Il retrouve l'expérience de Teams directement dans le matériel existant. C'est gagné. Ça, j'ai pas eu un cas où un PDG ou un CEO, un CTO ou n'importe qui de C-level rentre dans une salle, voit ça, se dit « Ah ouais, c'est déjà avec du matériel qui n'est pas pour eux, ils arrivent à faire ça, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le leur ?» Et là, on gratte, et là, on gratte, et là, on gratte, et on avance. Et surtout, on avance. Et on développe des workloads. Donc là, on parle du meeting. Et on développe peut-être que le meeting, ça va être la première étape avant de passer sur la téléphonie. Pourquoi pas derrière sur la partie, sur la partie application métier. Alors, il faut savoir qu'on a un workshop sur chaque usage. Là, l'usage aujourd'hui qu'on parlait, c'est la partie meeting.
Donc une fois qu'on a bien compris tout ça, l'objectif, c'est pas forcément la mise en place. Et d'ailleurs, ces workshops, il n'y a pas une idée de mise en place. C'est vraiment d'auditer, comme on l'a vu, de comprendre ce qui est possible et derrière de créer le plan. Comme une très grosse avant-vente. Imaginez vraiment une avant-vente que vous auriez poussée, ou un cheval de Troie que vous auriez mis chez le client. C'est vraiment cette expérience qu'on veut. Et là, sur la partie build de plan, l'objectif, ça va être de dire, monsieur le client, voilà ce que j'ai compris de votre situation. Voilà ce qu'on a dit qui pourrait être bien dans votre cas, dans ces workshops, et voilà où je veux vous emmener. Et le plan, ça serait de faire sur les 2 prochains mois ça, dans 6 mois de faire ça, dans 15 jours de faire ça, et même de demain, démarrer cette expérience. Donc créer une roadmap avec le client, des diverses fonctionnalités qui vont être intégrées. Ni plus ni moins. Pour faire ça, donc les considérations, on vient de les voir, hein. Où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller demain, et derrière, le niveau de l'outcome, c'est ce que je disais, c'est les considérations qu'on va avoir sur demain. Là, on a par exemple un planning de workshop qui peut être fait, hein, et là, c'est vraiment à vous de voir la cadence que vous y donnez. Des différents types de meetings et des différents types d'assets. Ce qui est important, c'est que ces Microsoft Cloud Accelerator, hein, c'est le terme, Microsoft Cloud Accelerator, le nouveau thème générique de tous ces workshops, sont disponibles pour vous. Donc vous avez tout un set d'assets, donc de matériel, je vais arriver en français, pardon pour l'anglicisme, mais tout un kit avec des PPT, des Word, des planners, etc., qui vont être mis à votre disposition sur lequel vous mettez votre logo. Là, pour le coup, il n'y a pas à se dire. C'est vraiment de la propriété intellectuelle qu'on vous donne. Donc, vous prenez cette propriété intellectuelle qu'on vous donne, toute cette méthodologie, et vous l'appliquez chez le client. Rien n'empêche de rajouter vos propres assets. Hein. Si, par exemple, vous êtes expert du réseau ou vous êtes opérateur, etc., c'est de donner vraiment... vous pouvez l'enrichir encore plus, mais au moins, vous avez vraiment quelque chose qui est borné et qui, derrière, va pouvoir nous permettre de voir que le travail a été fait, parce que c'est quelque chose qui est rémunéré. Hein. On parle de 3 500 $ par workshop. Donc c'est assez large. Ça comprend à la fois le travail qui est à faire avant et le travail qui serait à faire après. Donc gardez en tête cette partie-là. C'est quelque chose qu'on va suivre sur toute l'année. C'est aussi une mesure pour nous de qualité et d'intégration du partenaire, d'engagement du partenaire, c'est le mot que je cherchais, d'engagement. Ces workshops. Et c'est quelque chose sur lequel on a une grande visibilité. Donc vraiment, engagez-vous là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très important par rapport à ça. Allez, il me reste 2 minutes, je vous fais une petite avant-goût de roadmap pour glisser vers les prochaines sessions. 5-6 fonctionnalités, très rapidement. Gardez en tête que sur le site de l'Ignite, vous avez un Book of News qui résume vraiment tout ce qu'on va pouvoir voir. Et dans vraiment l'intégration de ces fonctionnalités dans le meeting, le focus que j'ai fait là, c'est une expérience un peu amphithéâtre, c'est ce qu'on appelle le Together Mode, pour tout vous dire, c'est le terme technique. Et en fait, vous voyez, vous avez différents types d'expériences, comme si vous étiez dans une salle de réunion, comme si vous étiez dans une cafétéria, dans un amphithéâtre, enfin voilà. L'objectif, c'est un petit côté fun, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de pouvoir se retrouver dans un milieu plus ou moins différent, soit très pro, soit un peu moins, un peu plus fun. C'est un peu l'objectif derrière. Le deuxième, beaucoup plus axé sur le côté pro, c'est d'avoir l'extérieur du meeting, donc le background du meeting, personnalisé, avec pourquoi pas du lancement de produits ou votre background votre background de votre firme, comme on voit un peu des fois avec le truc CNN derrière, etc. Donc c'est l'occasion de partager à travers Teams différemment. Les breakout rooms, donc là que ça soit dans le monde de l'éducation ou de la formation, hyper utile. C'est-à-dire que je suis dans un grand meeting et derrière je vais vouloir me retrouver dans des salles plus petites avec par exemple, au lieu d'avoir un présentateur, donc les 4 personnes se retrouvent avec 4 modérateurs. Donc on est 16 dans un meeting, hop, je divise 4 petites rooms et on se met 4 par 4 par 4 pour faire un petit format atelier. Très attendu dans le monde de la formation, encore plus dans le monde de l'éducation. Donc les breakout rooms qui arrivent en octobre. 2 dernières fonctionnalités, le meeting recap qui vous permet d'avoir vraiment une vue de votre meeting avec des stats un peu plus poussées, voire beaucoup plus poussées avec la partie webinar où on va vraiment vous montrer la partie registration et reporting. Combien de personnes sont arrivées, combien étaient inscrites, combien de temps elles sont restées, quel était leur niveau d'attendance, etc.
Voilà, les 45 minutes sont passées. Le temps pour vous de faire une pause avant cette prochaine session. J'espère que vous en avez appris pas mal aujourd'hui, que ça vous donne encore plus la pêche pour aller vendre du meeting autour de Teams. En tout cas, toute l'équipe partenaire reste à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée et un bon visionnage pour les prochaines sessions. Merci. Cyrus Conseil est une société de conseil en gestion de patrimoine. Nous gérons 4,2 milliards d'actifs. Nous avons 200 collaborateurs, 70 consultants patrimoniaux et 14 implantations. Notre raison d'être, c'est de pouvoir accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine. L'idée, c'est de mettre en cohérence leur patrimoine et leur projet de vie. Donc, nous avons lancé ce projet CRM en 2017 avec un double objectif, une qualité de service client qui soit différenciante et des process internes qui soient aussi simplifiants pour nos équipes. Le but, c'est vraiment de leur libérer du temps commercial auprès de nos clients et de pouvoir automatiser, simplifier tout ce qui peut l'être. C'est un métier assez compliqué puisqu'il y a vraiment une multitude de cas à gérer et beaucoup de spécificités en fait en fonction des différents investissements que peuvent faire les clients. Donc le but, c'était de donner un peu des clés à l'utilisateur en simplifiant toute la partie réglementaire, notamment en l'automatisant grâce à plusieurs services qu'on a associés au CRM. Et également justement d'agréger le plus de fonctionnalités liées au métier dans un seul interface, donc une interface unique, donc, qui est justement ce CRM. Nous avons mis en place un CRM qui pour nous va au-delà de la simple relation client. C'est un CRM qu'on appelle Front to Compta, c'est-à-dire qu'il embarque l'ensemble des services de l'entreprise, depuis la prospection de nos clients jusqu'au suivi du chiffre d'affaires. Dans cet outil, nous gérons des simulations d'investissement, des allocations d'actifs, des documents qui peuvent être personnalisés et pré-remplis par l'outil. Et nous gérons également toute la relation avec nos apporteurs d'affaires, ainsi que le suivi du chiffre d'affaires de l'entreprise. On a décidé, en fait, de par l'intégration, grâce à l'intégration de Microsoft Dynamics, d'aller un petit peu plus loin et de rentrer vraiment les deux pieds dedans sur la stack Microsoft, notamment par l'intermédiaire d'Azure, de Microsoft Dynamics, d'Office 365, de Power BI. Voilà, on est vraiment resté dans le giron de Microsoft. On s'est dit que ça allait être un facilitant, chose qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Le choix du CRM chez Microsoft a été une évidence pour pouvoir nous permettre de faire évoluer l'outil à notre main. Nous avons été rapidement séduits par le dynamisme de l'entreprise, l'énergie qui dégageait des équipes et par la connaissance de tout de notre marché. C'était pour nous un des éléments essentiels pour pouvoir accélérer et pouvoir avoir un projet CRM qui se déroule rapidement, qui se déroule dans la sérénité. Ce qui a été un plus pour nous, c'est ce côté vraiment challenge. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas contentés d'aller là où on voulait les emmener, ils nous ont challengés tout au long du projet. Puisque je pense que sans le travail conjoint avec 12, aujourd'hui, une partie du système d'information ne serait pas le même et on aurait probablement été moins loin dans la définition des différents projets et dans leur mise en œuvre que là où on en est aujourd'hui. On a abordé le projet Cyrus de manière un peu originale, donc on s'est tous mis autour d'une table pendant 2 semaines pour faire ce qu'on appelle un planning game, où on a traité les aspects métier, intégration et adoption, pour identifier quels étaient les principaux enjeux pour Cyrus auxquels on devait répondre et proposer une roadmap qui soit à la fois agressive mais réaliste. Donc on a d'entrée de jeu voulu positionner le CRM à la fois dans le SI mais aussi pour les collaborateurs comme pierre angulaire de la transformation de Cyrus. L'idée c'est que le CRM devienne à la fois l'outil central d'un point de vue technique, donc toutes les autres briques du SI client gravitent autour du CRM et ça se retrouve aussi sur le volet utilisateur, donc un utilisateur passe par le CRM pour accéder à toutes les informations et autres applications métiers dont il pourrait avoir besoin. Aujourd'hui, l'écosystème autour de notre CRM, il est essentiellement composé de briques Microsoft. Toute la partie Azure pour tout ce qui va être base de données, développement interne, outils métiers qu'on va développer à l'extérieur ou à l'intérieur de Microsoft Dynamics. On exploite aussi tous les services en lien avec la base de données pour justement consolider l'ensemble des données de nos différents systèmes et ensuite de pouvoir les adresser au travers du reporting qui est fait sur Power BI. Plus récemment, on a joué un petit peu avec Power Apps, on a développé une application en lien avec l'utilisation par nos clients de l'application mobile de Cyrus. Non, si c'était à refaire, on le referait sans doute plus tôt.
Bonjour, mon nom est Richard Amos et je dirige la filiale française de la société Insight Technologies. Insight est présent dans 21 pays pour 11 000 collaborateurs et a pour vocation d'aider les clients dans leur transformation numérique. Nous le structurons autour de 4 axes. La première, les accompagner dans le choix et la mise en place dans les meilleures conditions économiques des solutions. Le deuxième, pour donner la pleine capacité à leurs collaborateurs de pouvoir répondre aux besoins de ces entreprises dans l'utilisation des technologies. Le troisième, c'est faciliter la transition des applications et des données dans le cloud. Et enfin, la dernière chose, c'est participer à tout ce qui est innovation technologique autour de solutions directement adaptées à leur métier. Les solutions de Microsoft sont particulièrement riches et adaptées aux besoins de nos clients. La question de savoir si c'est M365 ou Surface qu'il faut privilégier pour proposer une approche à nos clients, c'est bien la conjugaison de ces deux solutions avec notre approche de transformation et de service qui va répondre aux besoins de ces clients. Donc le choix est bien sûr d'avoir les deux en même temps. Pour illustrer ceci, j'ai envie de vous parler d'un projet que nous avons réalisé pour la société Accor. La problématique était de pouvoir intégrer très rapidement des solutions de type Surface dans leur système d'information, tout en privilégiant sécurité et intégration des numéros de série dans le cloud Azure. À cet égard, les solutions autopilote nous ont permis d'intégrer toutes ces machines rapidement et de la façon la plus sécurisée possible et la plus facile. Nous imaginons les projets autour de 4 volets. Le premier, c'est la conception de la solution. La deuxième chose, c'est la planification de la mise en œuvre de la solution. La troisième, c'est la réalisation. Et la quatrième, c'est l'exploitation. Grâce à l'acquisition de la société Venex cette année, Insight se trouve renforcé par une équipe d'une centaine d'experts qui sauront nous apporter aujourd'hui ce que nous recherchons pour nos clients, à savoir la meilleure performance avec les meilleurs outils et dans un temps le plus rapide possible. Nous avons de nombreuses ambitions pour l'année 2021 et je suis optimiste sur notre capacité à les atteindre. La première ambition concerne nos clients que nous souhaitons accompagner sur leur transformation numérique et participer à leur côté à la sélection des meilleurs outils et technologies pour y parvenir. La deuxième concerne nos partenaires avec lesquels nous pensons intéressant de partager auprès de la communauté tous les retours d'expérience et savoir-faire que nous avons pu mettre en place. La troisième concerne nos collaborateurs qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour parvenir à la réussite de nos projets. En conclusion, grâce à la confiance de nos clients, aux capacités d'innovation de nos partenaires et en particulier de Microsoft, grâce à l'engagement de nos collaborateurs, de très belles perspectives de se réjouir s'offrent à nous pour les années à venir. Bonjour, je suis Thomas Leblanc, je suis le directeur général de Selensa. Selensa est un cabinet de conseil IT, expert des technologies Microsoft. Selensa va avoir 10 ans dans quelques semaines et compte aujourd'hui une centaine de personnes, dont 90 experts des technologies Microsoft. Nous accompagnons depuis plus de 10 ans maintenant nos clients dans leur transformation digitale, dans la modernisation de leur système d'information et dans leur parcours d'innovation à travers les technologies Microsoft et particulièrement à travers d'Azure. Nous réalisons aujourd'hui plus de 97% de notre chiffre d'affaires dans Azure. Nous sommes également un partenaire learning de Microsoft. Nous dispensons un grand nombre de formations sur Azure sur tous les sujets qui sont les nôtres, à savoir la data, l'intégration, la plateforme et également l'infrastructure, le IaaS. Je vous invite à retrouver de nombreux témoignages et de nombreux retours d'expérience de nos clients ou de nos collaborateurs sur notre blog Selensa. Bonjour, je m'appelle Sébastien Roch et je suis CTO Cloud chez Selensa. Le poste de CTO Cloud chez Selensa offre une double responsabilité entre mission interne et mission externe. En interne, j'ai la charge de définir les orientations technologiques pour Selensa et d'élaborer les parcours de formation pour nos collaborateurs. En externe, j'interviens auprès des clients comme référent technique, expert des technologies Azure, pour les aider à structurer et à définir leurs architectures Cloud First ainsi que leur gouvernance dans le cloud. Aujourd'hui, Selensa est reconnu comme un partenaire d'excellence dans l'écosystème Microsoft de par notre approche pluridisciplinaire au sein d'Azure. Nous accompagnons nos clients DSI sur tout le cycle de transformation cloud pour définir avec eux la stratégie et sa mise en œuvre. Pour répondre à ces besoins, nous déployons un spectre complet de compétences chez nos clients, à savoir de l'architecture, de l'infrastructure, de la sécurité, du DevOps, du Dev, de la data, de l'IA et du monitoring.
Selensa se positionne comme un centre d'excellence Azure et de veille technologique qui accompagne les clients et les ESN dans leur cadre de projets de transformation cloud. Bonjour, je m'appelle Édouard Lelong et je suis en charge de Selensa Training qui accompagne la transformation digitale de ses clients par le biais de la formation. Selensa Training, c'est un organisme de formation référencé Datadoc spécialisé dans la montée en compétences sur Microsoft Azure et le DevOps. Nous sommes Learning Partner, nous comptons une douzaine de formateurs qui sont avant tout consultants, employés Selensa et experts bien sûr dans leur domaine. Ils sont nourris d'une expérience permanente du conseil pour apporter un maximum de valeur à nos clients finaux. Nous avons un catalogue de formations riche qui s'articule autour de 3 offres. La première, les formations officielles Microsoft qui préparent aux certifications. La deuxième, les formations plus spécifiques que nous avons développées et enrichies suite à nos retours d'expérience clients. Et enfin la troisième, les formations sur mesure co-construites avec les clients pour répondre au plus juste à leurs besoins. Elles peuvent être toutes dispensées en distanciel comme en présentiel. Et pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre directement sur le site Selensa Training, training.selensa.com.